Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez ici en présentiel ou en visio. Donc, il me revient de parler un petit peu de la problématique, la thématique. Rappeler que nous sommes dans la 14e conversation, c'est pas rien, une par trimestre, et que cette 14e conversation se tient au sein de notre saison culturelle triennale. Et depuis la précédente conversation, on a entamé un nouveau cycle de 4 conversations balayant nos 4 ateliers. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le sujet des sols vivants et c'est inscrit dans l'atelier Refonder les villes et les bourgs avec le focus ville-nature. Donc dans les processus de transformation et d'amélioration du déjà là, d'adaptation au changement climatique, les sols participent aux écosystèmes urbains qu'il est nécessaire de repenser avec l'objectif de donner toute sa place aux vivants. Saviez-vous par exemple que depuis 2014, sous l'égide des Nations Unies, une journée mondiale des sols a lieu chaque année le 5 décembre. On n'en est pas loin. Donc cette journée permettant d'attirer l'attention sur l'importance d'un sol sain et de plaider en faveur d'une gestion durable des ressources en matière de sol. J'introduirai volontiers cette conversation par 4 exergues issus de ce livre, l'ouvrage Sol vivant, qui fait partie de la bibliographie repérée pour cette conversation. Et voilà, donc 4 exergues. La première, la couche de sol est un écosystème vivant et donc fragile, et non pas une surface inerte, malléable à l'infini. Deuxième exergue, les acteurs locaux connaissent mal leur sol dans leur épaisseur et dans leur matérialité. Troisième exergue, un sol met plusieurs milliers d'années à se former, alors qu'il faudra parfois quelques heures seulement pour l'aliéner de façon quasiment irréversible. Quatrième exergue, en analysant les sols dans un écosystème vivant, il s'agit de passer du bilan comptable au bilan clinique. Voilà, donc cette 4e conversation va illustrer des possibilités de réponse à ces enjeux, en pensant notamment les usages, en intégrant la place de l'eau, la force du végétal, ou encore la valeur culturelle et historique des sols. Comme d'habitude, nous appuyons sur des bonnes pratiques au sein de notre territoire. Et comme d'habitude, je vous propose d'écrire des questions dans le fil de conversation. Et j'aurai le plaisir de redonner ces questions à Benoît Poncelet qui anime la conversation. Bonne conversation. Voilà, alors bienvenue à tous ceux qui sont ici au CIE rue des Stations à Lille. Bienvenue à ceux qui sont plus éloignés. On sait qu'il y a des collègues de CIE qui sont aussi des relais de ce type de rencontre. Alors on est bien conscient que en menant une opération comme celle-là, sur un sujet aussi vaste, on ne va pas faire une journée d'études complète, ni une conférence. Notre habitude au CIE, et ça c'est très dans l'esprit de nos maisons, c'est d'ouvrir les fenêtres. On ouvre les fenêtres et on fait venir des gens qu'on connaît et qui ont la gentillesse de nous donner du temps pour effectivement balayer par différentes entrées, différents prismes, ce que peut être la matière d'un sujet aussi complexe que celui-là. Donc, en l'occurrence, on a toujours choisi dans nos rencontres d'avoir un grand témoin. Donc, je vais vous citer les gens qui sont ici autour de cette table. En premier lieu, John Brunval, ici à ma droite, qui est ingénieur agronome de formation, et vous verrez que chacun a des parcours professionnels qui illustrent tout l'intérêt du sujet et du propos. John, tu es en charge du service énergie, climat, logement et aménagement du territoire, ce qui s'appelle SECLA à l'Adréal, mais tu es venu quand on t'a invité, tu as tout de suite dit « Ah, je vais renouer avec mon métier et ma formation d'agronome avec un sujet qui te passionne ». Donc John sera notre grand témoin. Nous aurons des interventions dans le panorama qu'on fera de nos rencontres que nous avons faites sur le territoire. Guillaume Lemoine. Guillaume, qui lui a un autre profil, avec un parcours que tu nous annonceras aussi, qui est aussi intéressant, qui va nous parler des sols et des sols industriels ou en tout cas déjà vécus dans nos environnements du Nord et de Hauts-de-France. Je remercie Florence Bougnou qui, dans un
un temps très bien rempli avec son agence Sera et ses engagements bénévoles dans les ateliers de Cergy, nous parlera de son expérience professionnelle et aussi d'un retour de voyage, étant donné qu'elle revient d'Inde, on dirait des Indes, et nous parlera de son regard par rapport à ces questions des sols et des environnements habités. Et puis, on a eu envie, si Florence représente une professionnelle expérimentée, d'inviter des jeunes qu'on a pu croiser. Et on a invité Isée Mistou, urbaniste, qui est une ancienne stagiaire au CAE et qui nous parlera aussi de la valeur culturelle et historique des sites. Voilà. Enfin, pour clôturer nos échanges et redonner des choses bien pragmatiques, bien terrain, sur des échelles urbaines qu'on connaît aussi bien dans nos environnements, on accueillera Jean-Luc Dugrain. Merci Jean-Luc d'être venu. Tu es d'une formation horticole et tu nous parleras de ton travail à partir de ton rôle auprès des services des espaces verts de la commune d'Erquinghem-Lys. Voilà pour le panel, voilà pour l'enjeu. Soyez rassurés, on est tranquille. On accueille notre ami Francis. Bienvenue Francis, qui est toujours très discret. Mais il est indispensable pour regarder nos travaux et nous apporter son regard d'expert sur les sols. John, tu as un beau parcours déjà bien rempli, mais je ne connaissais pas ce travail sur ta formation d'agronome. Qu'est-ce qui t'a intéressé pour venir jusqu'à nous et te présenter devant la présentation que tu vas animer peut-être debout ici, ou tu l'as fait de là, comme tu veux? Ok, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qui t'a intéressé plus particulièrement? Parce que j'ai vu ton enthousiasme quand tu as dit « Ah, parler des sols, ça m'intéresse ». Merci. Donc à la question sur l'enthousiasme en disant bah oui, c'est pas que un grand fonctionnaire de l'Adréal qui a déjà son parcours auprès de ces sujets de la nature, de l'environnement. Tu as remis le sujet des pieds sur terre, tu m'as dit ça m'intéresse, je vais aussi revenir sur mes fondamentaux. Oui, parce que ce qui est rigolo, c'est de faire des coutures. Et donc je trouvais assez rigolo d'être sollicité sur ce sujet-là alors que tu ne savais pas que j'étais agronome de formation. Et tout de suite, j'ai vu cette couture, donc c'est ça qui m'a fait venir. Et puis le petit défi d'essayer de raconter une histoire, ce qui est toujours amusant. Alors le sujet, c'était sol vivant, au pluriel. Donc effectivement, je travaille à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, mais aujourd'hui, je ne peux pas tellement m'exprimer avec cette casquette-là, même si je vais faire un petit clin d'œil quand même à 2-3 petits sujets en tant que fonctionnaire de l'État et mes missions actuelles. Alors dans mon propos sur les sols vivants, on connaît beaucoup de choses. Donc je ne vais pas vous faire un cours. On a même un groupement d'intérêt scientifique. Il y a une association française. Si on cherche un peu, si on s'intéresse au sujet, il y a pléthore de choses et la science agronomique n'est pas. Donc sur ces sujets-là, je ne vais pas répéter tout ce qui est existant, mais c'est une vraie science. Donc c'était ça mon propos. Contrairement à ce qu'on peut penser, un sol n'est pas banal. L'autre aspect que je voulais aborder en ce début de conversation, c'était une prise de conscience sur la chance que nous avons en Europe, en France et sur les Hauts-de-France en particulier. Là, vous avez une petite carte qui montre l'état global des sols. En vert, c'est plutôt bon, hein, c'est assez intuitif. Et puis quand on arrive sur des couleurs chaudes, c'est un peu moins bon. Bon, à cette échelle-là, on ne se rend pas compte. Mais quand même, côté Europe, tout n'est pas vert. Et donc, sur les Hauts-de-France, on a quand même beaucoup de chance d'avoir les sols que nous avons, qui sont parmi les plus fertiles au moins d'Europe. Les sols, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Ce n'est pas figé.
il y a plein de causes qui peuvent faire une évolution de sol. Celle que vous connaissez tous, elle est très facile. C'est un gros orage et de l'érosion et de la boue dans le village. Et donc le sol, il a perdu un peu de centimètres. Donc voilà, ne serait-ce qu'en quantité, c'est un exemple assez simple pour montrer qu'un sol évolue dans le temps. Il y a des menaces. Et donc là, vous avez la carte par le Joint Research Center qui montre qu'il y a un certain nombre de menaces sur les sols. Il y a des menaces avec un inconnu incertain, la trajectoire au changement climatique. Aujourd'hui, pour la France, on se projette sur plus 4 degrés. Alors je rappelle que plus 4 degrés, c'est en moyenne. Si on a un ordre de grandeur que la température moyenne, là je parle sous le contrôle de tout le monde, mais on ne doit pas être loin des 12, 13, 14 degrés. 4 degrés, c'est énorme pour un différentiel de moyenne. Qu'est-ce qu'il en sera dans un siècle de nos sols? Nous verrons bien. Il y a des sujets de submersion dont vous entendez parler. Là, on a une petite vue sur Malo-les-Bains pour montrer qu'il y a des sols sableux qui sont en proximité immédiate de la ville, mais aussi de la mer. Et puis, qu'est-ce que ça peut donner en termes d'érosion des sols, d'inondation? Là, il y a une petite vue aérienne sur Arques qui a été touchée par les inondations d'il y a un an. Donc tout ça, ça pose quand même beaucoup de questions. Sur la petite vignette au milieu, vous avez ce qu'il y a dans la documentation officielle gouvernementale, c'est-à-dire que nous pourrions hériter du climat de Bilbao à Lille. Donc cette question, quel sol demain? Là, une carte d'INRAE qui montre les seuils d'aridité qui seraient franchis d'ici 2100, pardon. Et vous voyez que l'Europe est quand même bien concernée. Donc, interrogation et une forme d'humilité aussi sur qu'est-ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que ça va bouger. À titre personnel, toutes ces réflexions, ça m'amène à m'interroger sur certains sols que sont les sols humides. Je pense qu'il y a une grosse attention à avoir sur les sols humides. C'est quelque chose qui peut nous rendre beaucoup de services, qui seront certainement confrontés à de grosses évolutions. Mais voilà, je voulais attirer sur cette catégorie de sols. Les sols humides aujourd'hui sont rares. Ce qu'il en sera demain, je n'en sais rien. Comment ils évolueront, je n'en sais rien. Mais je pense qu'il faut être particulièrement attentif aux sols humides. Bon, là c'était... Il se trouve qu'aussi j'ai été un petit peu forestier. Donc voilà, j'ai rajouté une petite photo de forêt où là on peut avoir des sols assez vivants. Pour moi, sur la notion de sol vivant, le sol est tout aussi vivant que l'écosystème qui l'héberge. S'il n'y a pas un écosystème au-dessus, je ne vois pas comment le sol peut être considéré comme vivant. Et j'imagine que lorsqu'on s'intéresse à un sol nu qu'on doit revégétaliser, il y a cette alliance entre les deux qui doit émerger, mais ça, Guillaume en parlera. Et j'arrivais à cette question, bon, maintenant que j'ai dressé un petit panorama avec des interrogations, où sont les sols vivants en ville? Parce que l'écosystème urbain n'est pas forcément un écosystème écologique. Et donc, où sont les sols vivants? Alors, ma première réflexion, c'est que moi, je n'aime pas cette différence entre la ville et la campagne. Je trouve que trop rarement, il n'y a pas de dialogue entre ces deux espaces. Donc là, c'est l'exercice assez facile qui consiste à aller sur Google Maps. Et puis, des fois, on tombe sur des trucs assez sympas quand on connaît un minimum le territoire. Donc là, c'est à Hirson. Et je trouvais que cette petite vue était assez rigolote. C'est qu'on a vraiment cette distinction, cette tranchée entre, d'une part, une zone qui peut être qualifiée de bourg ou d'urbanisée, et de l'autre, ce qui ne l'est pas. Donc, mon premier propos, c'est de m'intéresser à l'écrin de la ville et de me dire, est-ce qu'en dehors, il y a des sols vivants, et de voir comment est-ce qu'on arrive à relier les deux et éviter de les opposer.
derrière cette idée-là, il y a l'idée que le sol vivant, la nature, est peut-être au bout de la rue. Avec 2 exemples, forêt de Falampin. Voilà, donc petite vue aérienne pour rappeler qu'on peut se promener. Des fois, il y a même des espaces naturels sensibles au bout de la rue. Ou un autre exemple, à Brédune, au bout de la rue, vous avez un espace naturel. Et donc, il y a bien cette relation d'usage assez forte à laquelle il faut penser. Un peu de manière similaire, je pense qu'il faut aussi regarder et prendre soin de tout ce que, bon là j'ai appelé les entrées de nature en ville. Après il y a tout le jargon des écologues qui vont parler de corridors, de trames écologiques, trames brunes. Mais voilà, il y a des entrées de nature en ville qu'il ne faut pas louper, ou des entrées potentielles. Et je pense qu'il faut... Des fois on a tendance à l'oublier. Et là je réinsiste sur la place de l'eau, qui, par nature, a su rester en ville, puisqu'il fallait les laisser s'écouler. Par contre, au niveau des berges, on a peut-être oublié tout le potentiel et l'intérêt dont on pouvait tirer parti. Là, c'est une petite vue à Aulnoy-Emery. Je me suis interrogé, je trouvais que... Voilà, je ne connais pas la stratégie de Aulnoy, il manque un N, à Emery, mais je trouvais que cette vue amenait à s'interroger sur, bon, mais finalement, quelle est la place de cette rivière. Un autre sujet auquel je tiens beaucoup, parce qu'à une époque, j'ai été confronté à la gestion des forêts en Île-de-France. Et c'est des endroits où des fois on s'aperçoit que c'est parce qu'il y a eu la maîtrise foncière très forte de l'État qu'il y a un certain nombre d'espaces qui sont préservés et des espaces de nature dans un tissu urbain. Là, on est à Douai. Il se trouve que je suis passé au lycée agricole il n'y a pas longtemps, qui est une forme d'enclave au sein d'un tissu urbain. On a la petite rivière l'Escrebieux, et puis il y a un sujet d'eau potable assez fort, puisqu'il y a un captage très important sur cette zone-là. Et je me dis, ce genre de situation, avec un certain recul et une certaine histoire, on la voit de manière assez évidente, mais il y a vraiment des opportunités à saisir et de voir sur un territoire ce qui existe encore et qui mériterait d'être préservé. Si on se trouve là dans la partie sud de Douai, en termes d'espace de promenade, si je me mets à la place d'un jogger ou de parents avec une poussette, je me dis, mais où sont les sols vivants? Où est-ce que je peux avoir accès à la nature? Donc il y a des choses à saisir. Et donc là, est-ce qu'on est dans la périphérie ou dans la ville? Bon, vous êtes tous des professionnels, je vous laisse répondre à cette question. Alors, autour de la ville, il y a des sols agricoles. J'ai pris deux photos issues, l'un PNR Scarpesco à droite, c'est des sols. J'imagine que dessous les sols sont assez vivants. À gauche, c'est réussir.fr. Alors c'est à vocation agricole. Pour le coup, l'illustration m'amène à penser que le sol est un peu moins vivant qu'à droite. Et donc après, ça pose vraiment cette question. Là, je pose pas la question de l'agriculture. Je pose la question, et je fais un écho à ce que je disais au début, c'est autour de la ville, est-ce qu'il y a des sols vivants? Et ça, je pense que c'est la première approche qu'on doit avoir. Et suivant l'agriculture que l'on a, eh ben, c'est plus ou moins vrai. Alors, petite insiste sur une de mes missions actuellement à la DREAL, c'est préserver l'existence des sols. Avant des sols vivants, il faut d'abord des sols. Voilà. Ça, c'est la première base. C'est quelque chose qui est extrêmement patrimonial, qui a priori pour la France ne devrait pas bouger en termes de surface pendant encore pas mal de temps, je l'espère. Il faut les préserver. Donc là, derrière, c'est le sujet de la sobriété foncière, limiter l'étalement urbain pour produire un certain nombre de services sans forcément réfléchir à l'efficacité, notamment des formes urbaines.
le gros potentiel de sol vivant est bien entendu à l'extérieur de la ville, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je garde en mémoire ce qu'on a tous vécu lors du Covid, c'est un moindre entretien qui a montré une extraordinaire capacité de réaction de la nature, si on prend des termes un peu vastes. Donc préserver l'existence des sols, ça reste quand même un gros enjeu, et je peux vous dire que ce qu'on voit actuellement en Andréal, c'est qu'on n'est pas du tout en train de réduire la consommation foncière. Je ne vous parle pas de zéro artificialisation nette, hein, juste réduire un petit peu la consommation foncière. Troisième partie, le monde d'après. Donc ça, c'est un écho à une expression dont on a entendu beaucoup parler il y a 4 ans et demi. Ce qui avait été remarqué à ce moment-là, c'est la petite capture sur 20 minutes, là. C'est un intérêt fort des citadins pour les espaces verts. Bien, tout à coup, on ne peut plus sortir de la ville, on se précipite sur les espaces verts. Et donc, ça pose la question de la proximité de la nature. Et je rajoute quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est pour tous. Bien entendu, si vous regardez les territoires, suivant là où on habite, on n'a pas le même accès à la nature. C'est la ville du quart d'heure, ce genre de choses, hein. Et donc de concevoir un urbanisme pour tous les usages, ça me paraît quand même assez essentiel. Et derrière, il y a la notion de sol vivant. Est-ce qu'on peut considérer que le square Vauban a des sols vivants ? Je vous laisse voir. Et puis par la nature heureuse, c'était un petit clin d'œil à Arthur Rimbaud, hein, le poème Sensation, où par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, etc. etc. Et donc il y a vraiment, je pense, chez tout un chacun quand même, une attirance pour marcher sur des sols vivants. Donc le confinement, au-delà de l'intérêt de ces espaces, ça a fait redécouvrir une certaine forme de gestion, la gestion différenciée, qui est connue, largement connue, mais on s'aperçoit que si on commence à le mettre en application à grande échelle, c'est très très intéressant. Alors là, je bascule sur quelque chose qui est un petit peu différent de mon propos. Je me dis, où sont les sols vivants dans la ville ? Alors, je me permets le petit trait d'humour, hein. Il y a des sols morts-vivants, avec les cimetières, où on peut chercher. Moi, je suis toujours chagriné de voir à quoi peuvent ressembler les cimetières, alors qu'on peut avoir des choses quand même assez formidables en termes d'aménagement, et de concevoir les cimetières comme des lieux de rencontre, de réflexion, de discussion. Donc là, on a un parfait exemple, pas très loin, un cimetière de l'Est. Et quand on regarde, à côté, le Boulingrin, Inirikiki, à la sortie de l'île Europe. Donc faut chercher. Il y a aussi les centres sportifs, où je pense qu'on peut aller chercher et améliorer la gestion. Et puis, après, on arrive sur les notions d'aire de stationnement, avec des thématiques du type des parkings paysagers. Alors moi, ça me fait doucement rigoler, ces notions de parking paysager, parce que tout est paysage. Mais bon, il y a certainement des choses qu'on peut faire mieux. Où sont les sols vivants en ville ? Il y a tous les jardins des particuliers. Là, on est une vue de Orchy. C'est fou, la surface d'espace vert qu'il y a à titre privé. Et je me permets un petit clin d'œil vers nos collègues belges, où l'association Natagora a une grosse activité pour encourager les particuliers à avoir une gestion extensive de leur jardin et éviter les jardins pépinières. On va chez le pépiniériste, on achète n'importe quoi, on met ça dans son jardin, alors qu'il suffit parfois de laisser s'exprimer son jardin pour découvrir un certain nombre de choses fort sympathiques. Et puis, je reviens sur le pourtour, avec les sols agricoles. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut rendre ces sols plus vivants lorsqu'ils ne le sont pas, avec un petit clin d'œil à l'association des planteurs volontaires. Derrière, on peut imaginer toute une palette d'interventions. Quel horizon ? Pour le coup, côté gouvernement, côté actualité nationale, je serais très modéré, puisqu'il y a une proposition de loi qui a eu le malheur d'arriver un petit peu au moment de manifestations d'agriculteurs, qui fait que le simple concept de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un diagnostic de performance écologique des sols a été mis sous la carpette, alors que normalement pour ces professionnels, ça devrait être une préoccupation majeure. Donc
Je ne sais pas si on va dans le bon sens, et quand je vois aussi ce qui se passe sur la division par deux de la consommation foncière, je m'interroge sur l'horizon. Il y avait un petit trait d'humour, hein, un horizon de pédologique, voilà, bon, pour ceux qui ne l'avaient pas repéré. Ceci dit, les choses avancent, et là je fais un clin d'œil à Claire Shorter, qui est connue sur Saint-Sauveur, avec plutôt le fait que le jury a récompensé toute une démarche en lien avec la notion d'écologiser la ville. Et ça, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'à un moment donné, c'est le genre de démarche que l'on reconnaît. Ça veut dire qu'il commence à y avoir un consensus. Donc, certaines choses avancent. Sol vivant, donc c'est un élément de la nature en ville. C'est pas toute la nature. Hein. Je n'ai pas parlé de tout ce qui est hors sol et de végétalisation. Hein. Ça, c'est pour le coup hors sujet, mais c'est qu'un petit élément de la nature en ville. Grosse priorité de mon point de vue sur la préservation des sols, y compris et peut-être d'abord en dehors de l'enveloppe urbaine. Et je reviens sur les notions de zone humide, de sol humide, d'eau de pluie, l'évolution du climat m'incite à rester attentif à cette problématique. Un petit élément pub. À l'Adréal, en lien avec le CERD, nous avons pu développer un MOOC qui est en ligne. Donc si vous cherchez MOOC CERD sobriété foncière, vous allez tomber dessus. Et puis un petit clin d'œil sur là aussi nos voisins belges avec François Legrand qui a fait un documentaire sur la vérité du sol récemment, qui est très positif en fait, avec une approche enthousiasmante de mon point de vue bien sûr. Voilà. Merci John. Merci beaucoup parce que tu es bien dans ton rôle de témoin, tu nous plantes le décor, c'est le cas de le dire. Moi, j'ai bien aimé cette idée de relier. D'ailleurs, tu l'as dit très vite dans tes propos, relier les espaces et cette question d'ailleurs de la limite entre la ville et ce qui n'est pas la ville. Dans le territoire des Hauts-de-France, en tout cas autour de la métropole, on peut se poser plein de questions. Alors, on a Guillaume Lemoine qui nous fait la gentillesse d'être là. Guillaume, on le connaît bien parce qu'il a aussi un parcours professionnel assez complet. On t'a connu en responsabilité des espaces naturels au département du Nord. On t'a connu en tant que responsable sur des sujets d'écologie à l'établissement public foncier. Et puis aujourd'hui, tu vas nous en dire deux mots, parce que c'est de là d'où tu parles, mais c'est surtout ta trajectoire qui nous intéresse aussi. Tu es écologue au groupe ECT, avec une double casquette que tu m'expliquais, la question de recherche de foncier et puis cette idée de renaturer les environnements que l'on bouge, les terres que l'on remue, qui est quand même une grande tradition dans notre territoire des Hauts-de-France. Hein. Rappelons-nous les mines, rappelons-nous les guerres, rappelons-nous les grandes infrastructures qui ont complètement bouleversé notre territoire, les canaux, les autoroutes, les TGV, la question des sols réels par rapport aux sols transformés, c'est un peu le sujet que l'on aborde avec toi. Merci Guillaume d'être à nos côtés. La petite flèche. Eh bien, merci pour cette invitation bien sympathique. Alors, tu l'as dit, 3 métiers, écologue, après référent biodiversité à l'EPF et maintenant prospecteur foncier, et 3 approches complètement différentes des sols au cours de mes 3 métiers. Donc, on va faire un super grand écart. Je commencerai par vous dire que je n'aime pas les sols. Voilà, et donc ça c'est juste pour vous provoquer. En tant qu'écologue, et John a dit, on a les sols les plus profonds, les plus fertiles d'Europe, ou probablement les plus fertiles d'Europe. Et moi j'ai tendance à adorer les sols pourris. Voilà, alors les sols naturellement pourris, naturellement pauvres, carencés. Donc là, vous avez une première photo avec un affleurement calcaire et des forêts et sur des sols pauvres, sur des sols sablonneux. Voilà, donc toute la matière organique a été lessivée et on y trouve sur ces milieux des choses extraordinaires en termes de biodiversité. Et donc, quand je continue ma balade, automatiquement, que ce soit naturel ou que ce soit artificiel, ici on est sur un anthroposol, on est sur la Madeleine, hein, et sur une gare de triage avec des pavés, et en s'y promenant, on y trouve quoi? On trouve la seule station du Nord-Pas-de-Calais, du Bugle de Genève. Voilà, donc elle était inconnue, j'ai envoyé une photo au conservateur botanique de Guillaume en me disant « Guillaume, bonne coche ». On ne connaissait pas la plante sur le secteur.
Voilà, une plante thermophile qui pousse dans les milieux zéro thermophile, secs et chauds. Voilà, donc des anthroposols fabriqués de toutes pièces. Alors quand on continue plus loin, et ben voilà, donc mon métier au département, c'était de préserver ces sols, les sublimer. Et donc j'ai parcouru les terris miniers pendant 20 ans avec un certain intérêt. Et donc là, vous avez aussi une carrière. Donc vous avez sur ces terris, sur ces amas de cailloux, voilà, voilà, que ce soit des schistes ou des argilites, et ben une gaussière jaune, un odipote turquoise, un lézard des murailles. Donc c'est bien la typicité, l'originalité de ces sols qui n'en sont pas, qui sont donc des matières brutes, entre guillemets, qui génèrent une certaine biodiversité. J'ai poussé le bouchon plus loin en réaménageant la carrière des plomb et des peupliers, les carrières des plomb et des peupliers, et le réaménagement des carrières, eh ben, on m'a pris pour un fou. Et j'ai inversé les horizons et j'ai mis les bonnes terres végétales au fond du trou et j'ai renappé les terres végétales de cailloux. Et là, quand j'ai fait cette opération-là, les entreprises espaces verts, tout le monde m'a dit « Mais Guillaume, t'es fou, tu caches des sols. Tu caches des sols. » Oui, sauf que je n'étais pas dans une logique de production, j'étais dans une logique de biodiversité. L'exploitation industrielle avait généré des affleurements, la roche-mère, donc des séries, voilà, on va dire des séries primaires, la roche-mère qui s'exprimait. Et je vois Francis qui sourit, on est parti voir une faille, il m'a même expliqué qu'il y avait un hiatus sédimentaire parce qu'on était sur le Sénonien, les tuffeaux de Valenciennes étaient sur le Sénonien, hein, la crête du Sénonien, et donc là, je voulais restaurer, maintenir cette espèce de perturbation industrielle qui était faite voilà, en gardant ces champs de cailloux. Voilà un petit peu les carrières des plants des peupliers. Alors, jusqu'à la même chose, remettre en état des sablières pour les abeilles sauvages. Donc là, ici, sur Hamel, eh ben, la même chose. On a refait des dunes, on a remis des limons, on a remis en place des sols oligotrophes, mésotrophes pour la flore et la faune qui peuvent s'y installer. Donc on est très très loin des espaces fertiles. La même chose, installation de toute pièce d'une lande aéricacée sur la sablière d'Hamel. Donc des sols acides, drainants, sans matière organique. Donc ça, c'était ma première vie, la fin de ma première vie. Et là, j'ai un autre complice, Christophe. Voilà, donc on reconnaît ici le parc Pérus. Et ben, c'est le site le plus pollué de France. Voilà, saturé en éléments traces métalliques. Et regardez, donc pas de sol, pas de truc, que des contraintes. Et regardez comme c'est beau. J'espère, regardez comme c'est beau, des pelouses calaminaires. Voilà, parc Pérus et Hobby. Voilà, ça c'était ma première bizarrerie. Ma seconde bizarrerie, ma deuxième bizarrerie, puisqu'il y en aura une troisième métier, second, EPF, et ben, déconstruction, renouvellement urbain. L'usine, ici, c'est Saint-Liévin, à Waterloo, 7 hectares, avant, après. Alors, vu du ciel, c'est beau, hein, sauf que quand on a une vision sur le côté, après, c'est ça, hein, c'est des anthroposols. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces anthroposols ? Comment on les restaure, comment on les refonctionnalise. Voilà, donc on leur redonne des fonctions. Donc ici, je me suis amusé à casser à la masse pour voir un petit peu comment j'arrive à refavoriser l'infiltration, refavoriser le cycle du carbone, le cycle de l'eau sur ces anthroposols industriels. Là, ici, avec une Poquelin, c'est un petit peu différemment, là, des différents semis, des transferts de foin, comment on les réinsemence, refonctionnalise en termes de biodiversité et autres. Alors, hop. Alors ici, donc on a jusqu'à être plus loin, anthroposol, on est sur Roubaix, des champs de céréales sur des concassés de démolition, une culture de chanvre sur aussi une usine à Houpeline. On avait fait même avec vivacité un casse-croûte, et là aussi la même chose, des plantes ingénieurs, des facélies, des fabacées pour restaurer les fonctionnalités des sols sur ces sols complètement perturbés après les processus de déconstruction. C'était ma deuxième vie. Ma troisième vie, maintenant, comment je vais encore plus loin. Avec mon entreprise, on va capter des terres inertes, des terres excavées qui n'ont pas de matière organique, qui n'ont pas de vers de terre, qui n'ont pas de colomboles, qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de fonction, entre guillemets, et comment ces terres, qui sont les déchets du BTP, peuvent devenir la matière première pour refaire quelque chose. Donc refaire un paysage. Donc on va chercher des terres, on va concevoir un paysage avec les collectivités,
et on va, voilà, donc vous avez les phases, entre guillemets, voilà, un logigramme. Donc les terres excavées, c'est une super palette de couleurs, hein, c'est tout le sous-sol. C'est pas le sol, c'est le sous-sol. Donc ici, c'est le cas de Van Pelt, une déconstruction de l'EPF, des entreposols, des déchets de démolition, des concassés de démolition, des bétons, des bricaillons, apport de terre, plantation d'une forêt sur ces terres. Voilà. Et John disait, ben voilà, le sous-sol ne vit que parce qu'il y a du sursol, entre guillemets, et vice-versa. Et donc ça, c'est pour faire une forêt urbaine à Van Pelt, et avec toute une stratégie de refonctionnalisation, beaucoup plus poussée que je le testais à l'EPF, avec là, vous voyez, des gestes, des trèfles incarnats, du compost, du remalaxage. Donc on n'est plus dans l'anthroposol, on devient dans le technosol, puisqu'on est dans des logiques de formulation, de recréation ex nihilo d'une structure, je l'espère, vivante. Et ça, c'est un exemple sur Versailles, où on a remélangé des composts et tout ça. On est accompagné par le LAM, le laboratoire des Bourguignons, dans nos formulations. Donc voilà un petit peu les stratégies qu'on développe, c'est-à-dire soit on recrée un horizon fertile, soit on décape les terres végétales en place, on les remet, voilà, donc il y a différentes stratégies entre guillemets, mais chaque fois c'est toujours une question, c'est la croissance végétale, la biodiversité, la biomasse versus, voilà, donc il faut faire toujours un choix, voilà, en fonction bien sûr de la vocation qu'on va donner. L'autre point qui m'intéresse, c'est le dernier point. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'elle est peu partagée. C'est qu'on est tout souvent, quand on discute, on parle de fonction de sol. On parle de croissance, on parle de performance. De performance. C'est-à-dire qu'on a toujours une vision anthropocentrée du sol. Qu'est-ce qui peut nous tirer? Et là, je pique des idées à Francis, c'est-à-dire que moi, quand je discute sur les sols, je parle patrimoine. En disant, est-ce qu'on peut avoir un sol qui n'a pas beaucoup de performance écologique, peu de fonctions, mais qui est super original dans son histoire géologique, voilà. Donc, préserver le sol pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on en tire, mais pour ce qu'il est. Voilà, je dois en avoir terminé. Et mes dernières bidouilles, c'est comment, à partir de parking, j'arrive à refaire des sols avec une certaine frugalité de moyens. C'est-à-dire, soit je fais la poclin et j'enlève tout et je ramène, soit j'essaie d'accompagner des processus naturels. Et quand on voit la photo du bas, c'est assez bluffant. Merci Guillaume, très efficace. Alors, il y a peut-être quelques acronymes que tu vas pouvoir nous expliquer, parce que tu as fait en 3 temps par rapport à tes 3 vies. Et donc, les ENS, tu traduis? Espace naturel sensible, politique du département d'acquisition, de protection et d'ouverture au public d'espaces naturels. EPF. Établissement public foncier, donc une usine entre guillemets à recyclage foncier créée par l'État et pilotée par les collectivités. ECT. Environnement, conseil travaux, donc une entreprise privée qui refait des espaces naturels, des espaces ludiques, des espaces récréatifs, des vergers pour les collectivités sur du foncier en déshérence. Merci Guillaume. Alors moi, ce que je retiens, c'est qu'on est dans un territoire qui a été pour toi quasiment un laboratoire de vie professionnelle qui t'amène à là où tu en es. Et j'ai noté que tu utilisais plein de vocabulaire qui faisait penser soit un peintre, soit un cuisinier, soit un sculpteur. On parle de palette, de formulation, de bidouille. Et je me suis demandé, est-ce que cet homme-là est devenu un magicien de quelque chose? Se prend-il pour le nouveau créateur d'une terre qui n'existait pas avant? Comment tu regardes ça avec le rétroviseur, quoi? Ton métier a changé. Est-ce que quelque part tu fabriques des choses où tu redonnes du sens à des choses qui en l'ont perdu, et il t'a fallu quasiment toute une vie professionnelle pour faire ce parcours-là? J'aime redonner du sens à des choses qui en ont perdu, mais si jamais je dois avoir une petite passion, c'est l'intervention. C'est que j'adore accompagner les processus naturels, restaurer, intervenir. Il y a un côté passionnant dans l'action. Donc il y a des gens qui décrivent, il y a des gens qui étudient, qui font du monitoring. Moi j'adore avoir de la tourbe, de la terre sous les ongles, voilà, et essayer de comprendre, mais toujours
Et tu disais bidouille, et un jour, dans un colloque, je présentais des choses, et il y a un mec qui intervient dans le colloque en disant « Oui, de toute façon, c'est encore un bricolage de Guillaume Lemoine. Un bricolage de Guillaume ou un bricolage à la Lemoine. » Alors je le regarde, et je dis « Bricolage devant 200 personnes. » Il me dit « Non, non, mais c'est surtout pas une critique, c'est ce que tu fais, c'est super génial, c'est ton côté toujours à tester, innover en dehors des clous, entre guillemets. » Donc voilà, le côté bricolage, c'est le côté innovation sans protocole préalablement déterminé. Ok, alors on reviendra sur tous ces sujets-là, mais j'ai en tête le mot patrimoine, héritage que tu as utilisé. On sort d'un grand week-end où on a beaucoup parlé de patrimoine autour de la vieille dame de Notre-Dame de la Treille, de Notre-Dame de Paris. La Treille, c'est une plus jeune réalisation, mais effectivement, on reviendra sur cette question du patrimoine et de la trajectoire des sols. Comment l'humain vient dans tout ça et comment il garde mémoire. Je propose qu'on continue avec Florence. Alors, Florence, si je le dis avec tout le côté positif que Guillaume a utilisé, c'est une bricoleuse. C'est quelqu'un qui bricole le projet dans toutes ses dimensions. C'est ça qui nous a toujours intéressé chez Florence. Elle sait travailler le détail du projet urbain, elle dessine les choses, mais elle s'attache aussi à réintroduire à chaque fois le projet d'architecture dans le projet urbain. Et on t'a proposé, mais tu as tout de suite accepté de le faire, de parler d'un sujet que tu connais parfaitement parce qu'il est exemplaire pour beaucoup de gens. Le travail que tu as mené sur une friche de l'ancienne usine Valmont. On se situe à Anzin, donc dans l'agglomération de Valenciennes Métropole. Et tu nous feras d'ailleurs dans ta présentation, je sais, un clin d'œil à d'autres territoires, mais je n'en dis pas plus. Bonjour. Alors effectivement, je vais vous présenter deux projets, l'un français, l'autre indien, je dévoile un peu, pour illustrer les dynamiques entre le sol et l'eau dans un contexte de pollution extrême, dans les deux cas. Alors, Anzin, près de Valenciennes, dans le nord, la question était de trouver comment gérer les eaux pluviales en restituant au plus près de la source sur un site pollué et redonner vie à un sol mort, complètement stérilisé par les usines, sans exporter la pollution. Et en Inde, on viendra à Hyderabad. Et la question est comment redonner vie à une eau morte, cette fois-ci, dans une cité qui était autrefois appelée Cité des Lacs. Donc, nous nous appuierons sur les deux projets. En fait, l'idée est de s'appuyer sur les opportunités d'aménagement pour pouvoir enclencher une dynamique à long terme de renaturation des écosystèmes. Alors, ici, nous avons donc la situation de la friche Valourec à Anzin. L'opportunité d'aménagement, c'était le tram. Donc, il y a une quinzaine d'années, le tram est proposé sur l'agglomération de Valenciennes. Le tracé qui devait initialement passer par la rue principale, finalement a été accepté au travers de la friche Valourec. Et donc ça a été un moteur pour l'aménagement de ce site. Alors là, vous avez des photos de l'existant. Hein, ça, c'était en 2007 à peu près, donc il y a un peu plus de 15 ans, avec une partie des usines qui avaient déjà été démolies et d'autres usines qui étaient encore à déconstruire. On y reviendra. Un site entièrement pollué de 12 hectares, sauf en partie basse du site, heureusement en partie basse du site, sur lequel on a pu programmer de la filtration des eaux pluviales. Donc on a pu faire de l'infiltration, ce qui n'était pas évident sur un site pollué, et on va voir comment on a pu procéder à ce site. Alors, un site intéressant, en pente régulière d'environ 4%, avec en point haut la mairie d'Anzin, et en point bas le château et le parc d'Ampierre. Donc, qui nous permettent d'avoir à la fois des horizons lointains, une pente douce, mais donc favorable au tram, hein, puisque le tram 4% c'est le maximum qu'il pouvait pour ces tracés. Favorable à l'écoulement des eaux, mais un peu trop favorable, hein, puisque en fait l'intérêt était de travailler le site pour permettre de capter l'eau, de la garder et permettre des plantations.
Donc un projet urbain donc, qui met en tension les deux points forts du site qui sont effectivement donc, la mairie et le parc d'Ampierre avec des très beaux arbres, hein, une biodiversité importante dans le parc. Et puis entre deux, cette zone très stérile. Donc sur ces 12 hectares, on a conservé 60% d'espace libre, dont le tracé du tram, un parking relais, un certain nombre de voiries et de places, et 40% de lots à bâtir. On verra qu'il reste encore quelques lots à bâtir en périmétrie immédiate du parc, et donc l'aménagement en zone peu tendue n'est pas toujours facile à porter. On a trois grandes problématiques sur ce site, 3 tâches déterminantes dans la renaturation, on va dire, avec donc des responsabilités partagées par les entreprises, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et plus tard les usagers. Donc les 3 tâches déterminantes sont la déconstruction, le terrassement et la gestion des eaux pluviales. Et puis la problématique de la gestion et du contrôle de la pollution. Donc par les mouvements de terre, il ne fallait pas polluer les parcelles vierges qui étaient en contrebas du site sur lesquelles on voulait faire de l'infiltration. Et puis également, par rapport à la question de l'exportation de la pollution, on a travaillé sur un zéro déblai remblai, enfin, c'est-à-dire que toutes les terres polluées restaient sur site, de manière à ne pas exporter la pollution ailleurs, parce que c'est toujours le problème en fait, c'est que il vaut mieux garder la pollution, la confiner, la travailler, que de la mettre sur une autre parcelle, puisque déjà dans le déplacement, dans la mobilité, on risque de perdre quand même quelques terres polluées dans le convoyage, et que de toute façon, à un moment donné, il faut gérer la pollution là où elle est. Donc un confinement, terrassement primaire et confinement des terres, contrôle de la nappe, puisqu'on fait de l'infiltration, donc avec des piezo avant infiltration, après infiltration, et puis état initial, et après suivi régulier tout le long de la vie, de la qualité de l'eau qu'on renvoie, et alerte sur les usages futurs, hein, autant en termes d'exploitation, d'habitat, de loisirs, travaux, puisque on est quand même sur des terres d'une pollution confinée, donc avec une limitation d'usage qu'il faut prendre en compte. Alors la déconstruction, je passe rapidement, hein, on est en économie circulaire, c'est-à-dire que tout ce qui a été déconstruit, alors, sauf le métal qui a été recyclé à l'extérieur, mais toutes les pierres ont été, enfin tous les murs, etc., ont été concassés et réutilisés en structure de chaussée sur site ou en équilibrage remblai-déblai. Donc là, je vais passer assez vite sur tout ça. Vous pourrez l'avoir sur le site après. Mais les points saillants donc, sur le terrassement sont réduire la percolation vers la nappe en zone polluée, donc confiner les terres qui restent sur place, stocker les terres polluées dans des mouvements de terrain, par des merlons ou par des terrasses, drainer et conserver l'eau de pluie pour irriguer les couches saines isolées et nourrir les plantations sans les noyer, puisque ça c'est quand même aussi une problématique, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un sol, on n'a pas sur toute la partie polluée, on est sur un sol qui est drainé, mais qui ne peut pas percoler, hein, puisque la percolation est prohibée de manière à éviter de drainer par l'eau les métaux lourds vers les nappes perchées ou profondes. Et puis renaturer le sol par un apport de terre végétale, donc isolé, soit par polyane, soit par une couche d'argile. Voilà. Donc les plusieurs étapes, donc le terrassement pour permettre à la fois de retrouver des surfaces planes qui permettent des usages divers, hein, que ce soit des plantations ou aussi des jeux d'enfants ou des jeux de pétanque ou n'importe. En fait, l'horizontalité est quand même recherchée sur un terrain en pente, à la fois pour les usages et pour pouvoir conserver l'eau par certains niveaux. Le long du tramway, bien sûr, on garde la pente régulière sur le tramway et sur le cheminement
le long du tramway. On a donc des effets de terrasse et de pente naturelle qui dialoguent entre elles, des effets de merlon pour le stockage de certaines terres polluées, et puis l'espace vert, l'engazonnement, sur donc une couche de terre végétale rapportée de 30 à 90 cm, suivant les besoins, suivant s'il y a des plantations, s'il y a simplement de l'engazonnement, etc. La question de la gestion des eaux pluviales, donc, qui est un autre point important sur ce site, puisque l'idée, effectivement, c'est de conserver l'eau au plus près de la source. Hein, c'est vraiment le principe quand même essentiel de l'eau. Et c'est comment gérer les eaux pluviales sur un site pollué, donc, puisqu'on ne pouvait pas infiltrer sur les 80% du site. Donc, nous avons mis en place quelques tuyaux, hein, donc on est en technique alternative mais modérée, puisqu'on était quand même obligé de passer en tuyau toute la zone, toute la partie polluée. Mais on est parti sur un système séparatif de gestion des eaux pluviales de toiture et des eaux pluviales de voirie, qu'on a ramené sur la partie, donc en contrebas, sur la partie non polluée, et on infiltre de manière différenciée les eaux pluviales de toiture et les eaux pluviales de voirie. Donc les eaux pluviales, donc on a creusé le sol, on a terrassé sur certaines parties de ce site, et on a creusé sur d'autres parties du site. Donc, ce qui a donné pas mal de nervosité au terrain aussi, hein, ça lui a redonné des effets, ça a permis de garder ses vues lointaines vers l'horizon de Valenciennes, mais ça a permis aussi de créer des lieux un peu abrités, des micro-lieux autour des bassins en eau. Donc l'alerte sur les usages, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et donc là, on voit un petit peu, donc là c'est en chantier, hein, donc vous avez en mémoire les vues que je vous avais présentées au tout début. Donc des gros travaux de terrassement pour permettre d'avoir cette capacité de stockage des eaux. Donc là, vous voyez les deux bassins en mise en œuvre. Donc le bassin de gauche, qui est donc le bassin qui récupère les eaux pluviales de voirie. Ces eaux pluviales de voirie sont filtrées donc ce sont des bassins en eau, hein, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'eau constant, et puis après on a un marnage jusqu'à une eau, on avait pris un niveau d'eau sur de 20 ans, sur un marnage de 20 ans, et donc toute la hauteur de marnage sur la Risberme est plantée de plantes pour la phytoépuration. Et puis après ce marnage, on a les bouches qui mènent dans le bassin des eaux pluviales de voirie, qui mènent vers un séparateur d'hydrocarbures, et puis s'infiltrent dans la nappe perchée du Valenciennois. Donc c'est une eau qui est filtrée, hein, bien sûr. Cette nappe perchée sert dans le Valenciennois aux eaux industrielles, c'est-à-dire que les industries pompent dans la nappe perchée, et elle est utilisée en circuit fermé pour les usines. Et les eaux pluviales de toiture, donc qui sont sur la droite, elles sont pareillement filtrées, hein. On a donc sur la Risberme, on a aussi des plantations en phytoépuration, et par contre cette eau-là est injectée dans la nappe profonde de la craie. Donc on a travaillé vraiment sur cette problématique pour rendre cette gestion des eaux pluviales la plus vertueuse possible, malgré le contexte un peu compliqué du site. Donc là, vous avez une vue ici pendant les travaux, et aujourd'hui, donc là c'est à peu près 15 ans après, hein, où on voit
effectivement que les plantations ont largement gagné et rejoignent les arbres très hauts qui sont derrière, qui sont les arbres du parc d'Ampierre. Donc voilà, ça évolue. Bon, les arbres qui sont ici sont des arbres, en premier plan, sont des arbres qui sont propices à la gestion, à la phytoremédiation. Donc ce ne sont pas des ports très élevés. On a d'autres arbres ailleurs sur le site qui ont des ports plus importants. Donc voilà, la restructuration pour l'état initial, donc il y a 15 ans, et aujourd'hui la même vue, donc avec, qui écrase un petit peu les arbres, mais avec tout le parc central, et on voit qu'il y a encore des lots à bâtir, donc qui sont des surfaces vertes un peu plus foncées, des lots à bâtir sur lesquels il y a quelques difficultés de commercialisation, voilà. Pour différentes raisons, sont des sites qui sont un peu compliqués en termes de commercialisation. Maintenant, nous voilà arrivés en Inde. Donc, je vous en parlais. On est dans un contexte qui est très différent, mais en même temps avec des pollutions extrêmes également. Alors, d'un sol mort à un sol vivant à Anzin, ici, notre problématique, c'est de passer d'une eau morte à une eau vivante. On a Hyderabad, situé en Inde, et la capitale de la pharmacie. C'est là où il y a les laboratoires Milan qui font tous les génériques des médicaments aujourd'hui. Il y a aussi pas mal de labos français qui sont installés à Hyderabad. Il y a eu des documentaires sur Arte absolument explosifs sur la question de la pollution par la pharmacie. En fait, la pollution de la rivière et la pollution globale des eaux, c'est un peu plus complexe que ça. C'est le mix entre les eaux domestiques qui sont rejetées sans traitement, les eaux industrielles et les eaux pharmaceutiques. Et ça crée des macrobactéries résistantes à tout traitement, de la stérilité non seulement des poissons, mais la stérilité aussi dans les personnes qui habitent en périphérie. Les champs d'irrigation ne sont plus cultivables, puisque l'eau étant polluée, ils ne peuvent plus faire que du fourrage pour les animaux. Enfin, donc une pollution vraiment extrême. Là, l'occasion de réfléchir à cette question, outre le fait qu'il y a quand même beaucoup de mauvaise publicité sur cette ville à cause de ça, qui est une ville par ailleurs absolument formidable en termes d'expansion démographique, et plus de 10 millions d'habitants. Elle est passée de la 40e place mondiale à 30e place mondiale pratiquement en 2 ans. Enfin, donc c'est une croissance absolument extraordinaire. Le gouvernement a lancé un projet de restauration de la rivière Moussi, mais en faisant une focale sur un corridor, et donc avec des idées de standards internationaux, d'aménagement foncier, avec des bâtiments magnifiques en rive. Et donc, on s'est un peu posé la question de est-ce que c'est pas très réducteur? Qu'est-ce qu'il y a derrière la régénération juste d'une rive et les standards internationaux où se retrouve l'Inde dedans, et où se retrouve ce régime très particulier en Inde qui est un régime hydrographique lié à la mousson uniquement. Donc, rapidement, Hyderabad, donc, vous le voyez ici, est situé dans le centre de l'Inde. C'est quasiment le centre nord-sud et est-ouest. Donc, c'est une ville qui a une histoire ancienne, parce qu'elle a toujours été au croisement des grands axes de marchands. C'est une ville qui est placée sur le plateau des Camps, donc un sol granitique,
important. Il n'y a pas de rivière pérenne, il y a 2 rivières, 2 grands bassins versants, mais ce sont des rivières qui sont alimentées par la mousson. Et puis, par contre, il y a un réseau souterrain très important, puisque dans le granit, on a des nappes perchées, en fait, qui sont interconnectées, et donc et qui conservent l'eau et qui la restituent petit à petit. Et puis aujourd'hui, cette ville a été faite au fur et à mesure, en fait, des installations. Donc le premier, le fort Golconda, quand ce royaume s'est installé, ils ont fait un premier lac. Et puis après, il y a la ville ancienne, la ville commerçante Charminard au sud de la rivière, qui s'est installée. Ils ont fait pareil un lac très important. Et au fur et à mesure du développement, quand les Anglais se sont installés à Secunderabad, qui est la ville anglaise, ils ont fait un énorme lac également pour être autonome en eau. Et donc petit à petit, les lacs, tout un réseau de lacs interconnectés en cascade a été installé par l'homme dans ce système collinaire sur lequel il y avait déjà un peu des retenues naturelles d'eau. Et donc on a aujourd'hui l'identité de la ville et sur 3 catégories, à la fois en aérien et en sous-sol. On a donc l'héritage naturel avec quelques retenues d'eau, quelques lacs naturels dans le système collinaire. On a une nappe souterraine et tout un réseau de nappes souterraines importants. On a tout un système de lacs interconnectés de lacs interconnectés qui cascadent les uns dans les autres, et donc qui se régénèrent, où l'eau se régénère, puisque ce qui est important dans l'eau, c'est pas seulement le stockage, mais c'est son mouvement, hein, c'est la dynamique. On a des magnifiques héritages de puits gradinés qui vont chercher la nappe phréatique, qui servait à l'irrigation en périphérie, mais aussi l'irrigation pour les terres qui étaient là. Et puis on a aussi tout un caractère social important, puisqu'il y a vraiment un temple à chaque fois qui est auprès des puits et auprès des lacs. Il y a toute une vie importante autour de l'eau en Inde. Et enfin, pour finir, quasiment, donc sur Hyderabad, on voit bien tout ce système. On a bien focalisé sur le fait qu'il ne faut pas parler de la rivière Moussi comme un corridor ouest-est, mais bien intégrer l'ensemble de la dimension de cet écosystème qui couvre toute la ville, à la fois des réservoirs en partie ouest, aux plaines d'irrigation donc en partie est, ce qui s'appelle les nalas, qui sont des canaux en fait qui drainent les lacs jusque vers la rivière Moussi. Les puits donc gradinés, les step wells, et aussi aujourd'hui les STP, qui sont les centrales de traitement des eaux usées, qu'on commence à mettre en place, et aussi tous les puits de forage, puisque chaque maison, enfin chaque immeuble creuse et va chercher dans l'eau souterraine son eau et la traite individuellement. Donc il y a tout un système, tout un écosystème à prendre en compte. Et ça, c'est vraiment un sujet important, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a vraiment une dégradation de tout cet écosystème. C'est une ville qui est absolument incroyable, parce que c'est une ville qui est vraiment bioclimatique, en fait. Il y a 10 millions d'habitants, mais quand on se promène, quand on quitte les artères principales sur lesquelles il y a le métro aérien, des voiries en flyover, enfin en surpilotis, etc. Dès qu'on quitte ce réseau primaire, on arrive sur un système de rues qui sont plantées, d'une échelle de ville qui est complètement
à l'échelle humaine. Et il y a vraiment des qualités importantes, mais aujourd'hui, ils sont en train de déconnecter complètement tout le réseau de lacs. On a une perte. Vous voyez en haut, vous avez le même périmètre en 1978 et en 2012. On a une perte de lacs et d'interconnexion. Et quand on perd un lac, on perd une communauté, en fait, quand on perd une réserve d'eau, puisque en Inde, il y a plein de communautés qui habitent autour des lacs, qui tiennent. Il y a les laveurs, les laveurs de linge, enfin toutes les communautés qui lavent le linge, qui sont installées autour des lacs, et puis toutes les communautés en fait se sont installées. Et donc on perd les communautés, mais on perd aussi toute la richesse de la terre autour du lac. Là. Donc vous avez en coupe sur la partie gauche ce qui est habituellement réalisé, ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un lac avec une partie sur laquelle il y a un barrage et l'autre partie sur laquelle il y a la zone littorale. Alors, il n'y a pas de notion de wetlands, enfin de zone humide en Inde, puisqu'on n'est pas sur le même régime. On est sur un régime de mousson, donc l'eau ne reste pas toute l'année, mais par contre, on a pendant 2 ou 3 mois, on a immersion de cette terre-là, de la zone littorale, et puis le reste de l'année, c'est une zone fertilisée quand il y a eu la mousson, et elle sert, on peut faire des cultures, on peut avoir des aires de jeu, il y a des usages très différenciés autour de cette zone littorale. Et cette zone littorale est perdue aujourd'hui quand on a des projets de rénovation et d'embellissement comme ils ont fait sur ce lac ici, qui est dans la cité technologique. Ils perdent complètement toute cette zone littorale, en fait, puisque les lacs sont réaménagés uniquement sur leur capacité de stockage et qu'on perd donc ces terres qui ont des usages différenciés dans le temps, dans la saison, etc. Donc voilà, on a travaillé sur ces sujets-là qui sont un point important de la biodiversité. Et voilà. Merci Florence. Peut-être rappeler que ce voyage dont tu reviens était organisé et était mené dans le cadre des ateliers de Cergy, voilà, avec le soutien de l'AFD et donc une présence française au sens de l'accompagnement du développement. Donc moi je retiens quand même quelques mots-clés dans la continuité de du sillon qu'on essaie de creuser ensemble. Il y a la notion de modelage qui apparaît très fortement d'un côté et de l'autre. Le jeu aussi d'une observation permanente dans le métier d'architecte urbaniste que tu pratiques, et puis la recherche de solutions en lien avec les usages et la compréhension de l'évolution de ces usages. Ce qui nous amène à parler du fait culturel, et nous avons invité et eu l'idée, et merci à Isée d'avoir accepté de venir de Paris jusqu'à nous, parce qu'on avait vu lors d'une précédente conversation que de passer d'un regard de personnes qui sont engagées et qui ont une grosse expérience de leur métier et de leur travail, c'est intéressant aussi de donner la parole à des plus jeunes, des jeunes professionnels. Donc Isée, tu étais stagiaire au CIE il y a quelques mois de ça, et puis maintenant tu es en recherche d'emploi, on peut le dire. Tu es urbaniste de formation et tu viens nous parler de travaux que tu as menés dans le cadre de ton stage au CIE, dans le partenariat que nous accompagnons entre les villes jumelées de Lille et de Naplouse en Palestine. Isée, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Benoît, je suis jeune diplômée d'urbanisme de l'Université de Lille depuis septembre dernier, et j'ai effectué mon stage de fin d'études au CIE du Nord, où j'ai pu travailler sur les villes de Lille et de Naplouse qui sont jumelées depuis de nombreuses années et qui travaillent sur de nombreux sujets comme l'urbanisme, le développement durable et plein d'autres sujets tout aussi intéressants avec l'aide du CIE du Nord. Et j'ai travaillé dans ce contexte-là sur l'eau, le couvert végétal et le sol. Et donc j'aimerais vous parler aujourd'hui de quelques éléments sur le sol tels que j'ai pu l'aborder pendant mon stage et lors de mon mémoire de fin d'études. Car comme vous le savez peut-être, au-delà de toutes les valeurs écosystémiques que nous rendent le sol et qui garantissent notre survie, le sol a également une valeur culturelle
patrimonial dans le sens que c'est un héritage des personnes des personnes avant nous. Et donc il y a une dimension historique des sols qui est à mon sens très intéressante et qu'il faut aborder dans les projets. Et donc c'est en ce sens que le sol est vivant, c'est-à-dire qu'il porte en lui un passé riche, qui témoigne des civilisations passées et qui a été le support de multiples activités. Cette dimension culturelle du sol, elle se voit notamment à travers l'étude et la considération de l'histoire du sol. Donc là, comme on parle des sols urbains, c'est du coup dans les villes, plus particulièrement de Lille et de Naplouse, parce que du coup j'ai eu l'occasion de travailler sur l'analyse du développement des villes de Lille et de Naplouse, parce que travailler sur la manière dont les villes se sont implantées et la manière dont l'usage des sols urbains a évolué nous permet de comprendre dans un contexte de durabilité et de résilience urbaine qu'il faut s'inspirer des leçons du passé pour envisager le développement futur de nos villes, pour du coup identifier la manière dont nos territoires actuels se sont configurés et saisir les logiques d'aménagement du territoire qui continuent d'influencer nos villes aujourd'hui. Donc pour l'analyse du développement des villes de Lille et de Naplouse, il y a des similarités concernant le sol. Mais du coup, juste pour quelques éléments de contexte sur la ville de Naplouse, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc c'est une ville en Palestine, en Cisjordanie, qui se situe à environ 65 km au nord de Jérusalem et qui a un passé très riche, qui a environ 6000 ans d'existence, qui a été sous la domination de multiples civilisations romaines, ottomanes, byzantines, etc., qui ont toutes laissé une empreinte dans le patrimoine. Et donc, en analysant le développement des villes de Lille et de Naplouse, on a pu remarquer qu'elles se rejoignaient sur le fait que la singularité du sol façonne l'implantation des villes. Donc, elles se sont implantées pour des raisons spécifiques, Lille et Naplouse, liées au sol. Donc, la proximité des ressources naturelles, le fait qu'il y ait de l'eau dans le sol, sa fertilité. Donc, par exemple, à Lille, à l'époque néolithique, la ville s'est développée autour de l'eau, autour d'un maillage de rivières, ce que vous pouvez voir là sur la carte à droite. Les premières populations qui se sont sédentarisées grâce du coup à cette présence de l'eau et au fait que le sol, qui était composé de craie et d'argile, créait des monticules secs qui permettaient du coup l'implantation des premières populations. Et à Naplouse, c'est également grâce à la présence de l'eau que les premières populations, donc il y a 4500 ans environ, se sont implantées avec la proximité d'une source d'eau historique. Puis ensuite, les Romains se sont implantés vers l'ouest, donc c'est ce qu'on voit là sur la carte à gauche, pour profiter du coup des ressources d'eau des montagnes et également la présence du calcaire dans le sol pour créer la ville romaine. Ces sites d'implantation humaine étaient choisis pour des raisons environnementales spécifiques et d'autant plus que le sol impacte la manière de faire la ville, c'est-à-dire qu'il impacte la morphologie urbaine, l'aménagement des villes et les choix de construction. Par exemple, dans le Vieux-Lille, les bâtiments reposent sur des pieux en bois pour faire face aux défis des sols marécageux. Et à Naplouse, la nature du sol a influencé le choix des matériaux, ce qui a conféré une identité architecturale distincte à la ville. Et donc là, par exemple, sur la carte, on peut voir ce que vous voyez en rouge, ce sont les voies romaines qui sont toujours présentes sur la ville, dans le vieux Naplouse. C'est la photo qu'on voit à gauche, en haut à gauche, qui est toujours la voie un peu principale de la vieille ville et qui date du coup de l'époque romaine. Le canal romain est également toujours présent. L'aqueduc qui est du coup souterrain maintenant. Et évidemment, il y a toujours les éléments de patrimoine romain, comme le théâtre ou l'hippodrome. On voit que du coup, les caractéristiques des sols, leur histoire, ont influencé initialement l'implantation et le développement des villes. Mais il est quand même important de noter que depuis l'industrialisation, ces caractéristiques des sols initiales ont été progressivement négligées au profit d'une approche surfacique
et économique, avec le développement des villes et l'industrialisation. Donc le cadre juridique est dit insuffisant. Donc on parle de cadre juridique parce que tu as pu effectivement regarder comment les deux villes jouaient de leur extension dans des contextes forcément géographiques différents, des contextes politiques aussi différents, et puis des règles du jeu qui ne sont pas les mêmes par rapport à nos législations qui nous amènent, nous, à être très attentifs à la gestion des sols, moins du côté de Naplouse, où l'enjeu, c'est effectivement de tenir le terrain par rapport aux avancées des colonisations israéliennes. Effectivement, en France, donc là on est sur le cas français, puisque le sol urbain est devenu est devenu qu'un support et non plus, dont on prend en compte ses caractéristiques écologiques et historiques. C'est notamment lié au fait qu'il y a un cadre juridique qui est dit insuffisant, mais qui tend à évoluer, notamment avec le ZAN, le zéro artificialisation nette, même si on peut voir qu'il y a des limites à ces nouvelles législations. Mais cela ouvrirait la voie peut-être à une nouvelle manière de penser l'aménagement urbain en réconciliant développement économique et préservation de l'environnement. Parce que peut-être que grâce à ce ZAN et aux nouvelles législations, les projets urbains modernes peuvent bénéficier des avantages environnementaux identifiés par les populations du passé. Donc le ZAN inviterait à ne plus seulement exploiter les sols en tant que tels, mais de les comprendre pour prendre de meilleures décisions liées à leurs usages et planifier les villes de demain. Mais en réalité, ce lien sol et urbanisme n'est pas nouveau. L'intégration des sols dans la planification urbaine, ça a déjà été théorisé au siècle dernier, notamment dans les années 70 par Gérald Hanning, un urbaniste qui avait pour idée de faire la ville sur ses anciens tracés, c'est-à-dire de s'appuyer sur le parcellaire existant et les anciens plans de ville dans la conception des projets d'aménagement, parce que selon lui, le parcellaire représente une trace de l'intelligence historique des premières implantations humaines qui avaient du sens par rapport aux caractéristiques physiques de l'environnement, donc les dénivelés, le type de sol, l'orientation solaire, les ressources alimentaires, etc. Donc là, c'est ce qu'on voit sur les schémas. Le premier schéma, donc c'est des schémas de Gérald Hanning. On voit un sol, un paysage agricole dont les parcelles, où les constructions respectent les parcelles agricoles, et donc il y a une bonne intégration dans le paysage. Et avec l'urbanisation, donc ce qu'on voit sur le deuxième schéma, si les constructions respectent cette géométrie existante et ce parcellaire, eh bien, il y a une bonne intégration dans le paysage, mais avec l'arrivée par exemple du chemin de fer et des routes et de l'urbanisation croissante, et du coup la perte de ces anciens tracés, il y a une mauvaise intégration dans le paysage qui peut se faire, et du coup une rupture entre les caractéristiques physiques de l'environnement et l'urbanisation. Donc il serait peut-être utile pour les porteurs de projets d'avoir cette idée de faire la ville sur ces traces. C'est un nouveau paradigme qui est l'urbanisme des sols, qui a été théorisé récemment par un auteur, Patrick Henry, qui considère qu'il faut prendre le sol comme un acteur vivant de l'urbanisme parce qu'il conserve les traces du passé. Ça signifie du coup prendre en compte le sol sur le temps long, c'est-à-dire comme un palimpseste de toutes les civilisations qui l'ont occupé, et donc penser l'urbanisme en succession de couches qui respectent les traces anciennes et qui s'intègrent à la mémoire des lieux, et qui permet du coup d'évaluer la capacité d'un terrain à accueillir le programme projeté et à éventuellement le remettre en question ou l'adapter. Et également, une idée de l'urbanisme des sols, c'est considérer le sol à travers un prisme multidimensionnel, c'est-à-dire qui implique des études historiques, mais également, pourquoi pas, géographiques, sociales, politiques, parce que les acteurs de l'aménagement pourraient concevoir des projets qui respectent la richesse et la complexité des sols en répondant aux besoins des sociétés modernes. Donc, et il y a du coup évidemment une idée également dans l'urbanisme des sols de convertir plutôt que démolir, non seulement pour préserver les sols, pas forcément pour préserver les sols en tant que tels, mais pour donner plus de sens au projet,
et donc adopter une logique de situation où le dialogue entre les acteurs et les caractéristiques du lieu, du sol, permet d'entreprendre des interventions durables et adaptées. Et donc, un exemple de l'urbanisme des sols, c'est le projet du Napus Boulevard, donc à Naplouse, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu, et sur lequel le CAUE du Nord travaille avec les villes de Lille et de Naplouse. Donc le projet du Napus Boulevard, c'est un projet de requalification d'un espace vacant, enfin d'une friche à Naplouse, donc qui est situé à cet endroit-là. Donc l'objectif de ce projet, du coup, c'est de créer un nouvel espace de vie pour les habitants, réhabiliter les bâtiments industriels, notamment pour créer des événements culturels, technologiques, mais également il y a un projet de parc. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que le site du Napus Boulevard a une position stratégique dans la ville, parce qu'il se situe entre l'implantation originelle de la ville, donc ce qu'on voit ici, donc il y a 6000 ans, comme ce que je disais tout à l'heure, et la ville romaine, avec les voies romaines qui sont en grise ici, et la vieille ville. Donc du coup, le site fait vraiment jonction entre l'ouest et l'est de la ville. Et du coup, ça fait de ce site un site privilégié qui a vraiment un intérêt culturel, patrimonial et géographique. Et de plus, l'histoire en tant que telle du site est riche, parce qu'il a été occupé entre autres par une ancienne usine d'électricité, et il a été avec le temps un espace dédié au stationnement et à la réparation de véhicules de collecte des déchets. Et il a été le lieu de la source d'eau historique qui a favorisé l'implantation des premiers habitants. La source d'eau Aindefna, c'est ce qu'on voit sur le point bleu. Voilà, ce site, il est le lieu de tous les flux nécessaires à la vie. Et donc, il est primordial dans ce projet de le remettre dans un contexte historique, et de ne pas négliger la connexion qui peut se faire entre tous ces éléments. Et du coup, ce projet pourrait conforter une idée du développement durable, qui est la création de la ville du futur, avec et pour les habitants, en prenant en compte les savoir-faire qui sont attachés à un environnement et aux sociétés qui se sont succédées en un même lieu. Et du coup, ce projet pourrait être un démonstrateur d'un urbanisme des sols, c'est-à-dire d'un projet urbain de la ville dans son ensemble, en plus dans un contexte pour faire face à des défis environnementaux. Donc voilà, donc c'est tous ces aspects culturels, patrimoniaux qui sont intéressants à aborder dans le projet et qui sont révélés par la mémoire du sol. Pour conclure, donc ici il s'agit moins de l'aspect biodiversité ou géologique des sols, mais plus de son aspect patrimonial, c'est-à-dire de son histoire et des leçons qu'on peut en tirer. Et voilà, donc voir le sol comme sol vivant, comme vivant dans les mémoires, et voilà la dimension culturelle et historique. Voilà, merci. Et puis on va demander à John un premier regard sur tout ce qui s'est dit. Moi j'ai entendu des choses qui font le lien d'ailleurs avec ce que tu as ouvert et introduit en ce début d'après-midi, quand tu parlais de relier la ville et la campagne. Là ici on parle de relier notre passé à notre présent, à notre futur. On a parlé de modeler, on a parlé de palette, on a parlé de savoir-faire, on a parlé quelque part de travailler les sols existants pour procéder à leur transformation. Alors avec ou sans mémoire, avec la priorité ou un regard plus écologique que urbanistique, comment peux-tu regarder tout cet assemblage qui a été ouvert devant nous dans cette fenêtre sur cour? Alors j'ai pris des notes quand même. Alors à ce stade, pour le coup, mon propos était beaucoup autour de la préservation de l'existant. C'est quand même assez essentiel de mon point de vue. Et par la suite, on a vu que, effectivement, comme tu le dis, on travaille les sols. Guillaume, tu nous as montré toute la palette et le génie écologique, génie au sens
genèse créatif. Et donc derrière, il y a un message d'espoir assez intéressant. Florence nous a montré comment est-ce qu'on utilise ce savoir-faire avec là le génie créatif et la vision dans cet espace, et d'utiliser des contraintes pour réutiliser un lieu. Et ensuite, Isée nous montrait que finalement on s'intègre dans une histoire très longue, et qu'à un moment donné, entre guillemets, on n'a plus qu'à ouvrir le livre du sol et de regarder quel est le moment de l'histoire que l'on peut prendre pour inspirer l'aménagement futur. Il y a un petit peu de ça. Parce que tu passais de quelques milliers d'années à quelques milliers d'années, et en fait, finalement, c'est un petit peu ça. C'est qu'est-ce qu'on prend dans l'histoire du sol. Donc je trouvais que là, il y avait un fil et une liaison assez sympathique, que moi j'aime bien. Je suis content d'être venu. Écoute, un autre fil que j'ai pu voir, c'est quand tu nous as parlé de cette idée de faire rentrer la nature dans la ville et de simplement suivre le fil de l'eau. On a vu que c'était quelque chose qui était aussi omniprésent dans tous vos propos par rapport à cette question de la ressource en eau. Si on prend la couleur du bleu et la couleur du vert, c'est ces deux couleurs qui font alliance avant que l'homme ne travaille les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette présence de l'eau que tu inverses dans cette relation en disant à Anzin, on est passé de sol pollué à sol vivant. En Inde, on essaie de passer de l'eau polluée à l'eau vivante. À chaque fois, il y a le support d'un processus, entre guillemets, dans lequel il y a une technique, il y a une approche scientifique et des savoir-faire, mais à chaque fois c'est la même composante qui va jouer avec le climat, parce que j'ai bien vu que tu as parlé plus de mousson à cause du socle granitique qui est sur place de ces plateaux hauts, et puis tu as introduit, c'était repris, l'idée de nappe de surface, enfin c'était pas d'ailleurs le terme exact, de nappe perchée. Merci, j'aurais été repris dans la salle de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette suite de l'eau? Je me souviens avoir accueilli ici même Hans Stollen de Breda, qui nous parlait d'écotech et d'écotouch en suivant la petite rivière oubliée qui rentrait dans la ville pour essayer de réintroduire dans les ensembles urbains cette présence de la nature en suivant le fil de l'eau. Oui, je pense que c'est lié au fait qu'il est quand même difficile de gommer et d'effacer la présence de l'eau. Et donc elle se rappelle assez vite à notre souvenir, soit par des infiltrations. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que là, à Hyderabad, on voyait qu'il y a un usage traditionnel des berges qui est adapté au climat et des périodes, et que derrière, ça offre dans l'année un multi-usage de l'espace, ce qui va être inondé à un moment donné et réutilisé à un autre moment. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Et ça, c'est vraiment une source d'inspiration pour se dire qu'est-ce qu'on met sur les berges. Et je reviens sur ma petite marotte, à savoir les zones humides, ce qui se passe sur les berges. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Alors quand je disais qu'on a du mal à effacer la présence de l'eau, alors il y a un truc rigolo qu'on a redécouvert il y a une vingtaine d'années, c'est quand la préfecture s'est installée à l'hôpital Scrive. Alors là, grosse découverte, on creuse, et qu'est-ce que vous voyez dans le hall aujourd'hui? Vous voyez un ancien canal. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et je trouve que, oui, là pour le coup, le seul a gardé la mémoire, et à un moment donné, ça nous a fait réapparaître un certain nombre de choses. Bon, après, je ne vais pas réouvrir le débat de la place de l'eau à Lille. Voilà, chacun... Mais je pense que sur l'eau, c'est pour le coup, parmi les trames, c'est une des trames qui peuvent nous inspirer très fortement. Béatrice, tu es en contact avec ceux qui nous écoutaient de plus loin? Pas énormément de réactions, j'ai sollicité 2-3 fois. Bon, j'ai quand même une question et je pense que ça va faire liaison aussi avec la dernière intervention, c'est par rapport à l'aménagement. Donc une des personnes nous dit qu'il y a des EPCI, donc communautés de communes en Île-de-France, qui font analyser l'ensemble de leur sol en vue de la révision de leur plan local d'urbanisme intercommunal. On se pose la question, est-ce qu'on a des exemples de ce type-là en Hauts-de-France, et peut-être qu'on a aussi des exemples de ce type-là même à l'échelle d'une commune?
Je ne sais pas si on sait répondre sur cette approche-là. L'idée que les documents d'urbanisme s'appuient sur un diagnostic de la nature des sols. Qui peut apporter des éléments de réponse là-dessus? En fait, c'est une valeur juste pédologique. Donc, par rapport à... Pardon. C'est la valeur pédologique des sols, donc c'est intéressant parce qu'effectivement, de savoir s'il y a alors on ne parle pas de terre noire, etc., mais il y a des sols qui sont quand même plus intéressants pour l'agriculture. Mais par contre, il n'y a pas de notion de culturelle, c'est-à-dire que l'analyse des sols, elle reste scientifique. Donc c'est déjà un bon point par rapport, mais il n'y a pas toute la valeur culturelle et sociale qui peut être attachée au sol. Oui, je trouve que c'est assez limite, et je rebondis sur ce que disait Guillaume, vive les sols pourris. Mais pourris au sens fertilité. Et ce type d'approche, parfois, pourrait se dire, quitte à urbaniser, on va urbaniser sur un sol pourri. Et alors là, Guillaume, il s'effondre. Parce que c'est sur les sols pourris peu banals qu'on trouve les choses les plus formidables d'un point de vue écologique. Tout a été dit. Hein. C'est bien la logique entre une approche anthropocentrée et une approche biocentrée. Et c'est quand on a essayé de discriminer les sols ou les habitats en fonction des services écosystémiques, la même chose. Des sols profonds qui vont stocker du carbone, qui vont stocker de l'eau et tout ça, vont avoir une bonne valeur. Et un sol très très superficiel sur un coteau calcaire, il n'aura pas de valeur. Et pourtant, moi en tant qu'écologue, je me fais plus plaisir sur un coteau calcaire, sur une dune, sur une lande acide, que sur des zones de très grande culture. Mais c'est bien en fonction de la vocation qu'on veut faire, si on veut nourrir la planète ou si on veut préserver la biodiversité. J'espère qu'on arrive à faire les deux. Et voilà, mais c'est bien une histoire de choix, entre guillemets, sur quelles sont les questions qu'on se pose, sur les vocations et les usages qu'on veut donner au sol. Alors pour peut-être apporter un éclairage à nos collègues ou auditeurs qui nous suivent dans la région Île-de-France, dire que dans les Hauts-de-France, il y a quand même... c'est le territoire des friches. C'est là où on a inventé aussi la notion de recyclage foncier, de renouveler la ville sur la ville. Enfin, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, théoriques et pratiques. Et aussi, aujourd'hui, en permanence, le travail sur le recensement des friches industrielles, les observatoires qui sont menés, qui nous permettent de comprendre ce qui était là juste avant. Mais c'est une mémoire qui a souvent tendance à se limiter à la mémoire de l'époque industrielle et encore la plus récente, sachant que dès qu'on creuse un petit peu plus, tout archéologue va trouver d'autres traces qui peuvent amener une fertilité ou un regard différent sur la manière dont on peut générer les choses. C'est un peu ce que Isée nous montre en regardant le tracé des anciens canaux romains, par exemple. Mais voilà. Peut-être d'autres questions ? Alors, il nous reste 15 minutes. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va accueillir, maintenant que Jean-Luc, tu as bien compris le jeu, sur cette fenêtre ouverte sur le panorama de nos environnements, on a voulu terminer par un petit fragment qui nous remet aussi les pieds sur terre. Avec Jean-Luc, tu vas te présenter d'abord dans ton métier, dans ton rôle. C'est aussi intéressant. Le contexte aussi dans lequel tu es, parce qu'on n'a pas voulu ou souhaité choisir forcément des expériences de grands sites urbains. On est quand même dans la métropole lilloise, mais dans une périphérie qui fait alliance entre l'urbain et le rural, comme tu le disais, John, en introduction. Jean-Luc, directeur des services techniques et de l'environnement de la commune d'Erquinghem-sur-Lys. Tu nous situes l'espace et puis d'où tu viens, parce que je pense que c'est très intéressant de comprendre les séquences que tu vas nous présenter maintenant. Bref, 15 minutes pour 30 ans, ça sera très rapide, mais alors Erquinghem-Lys est une ville de 5400 habitants aujourd'hui, on est à 25 km de Lille. Comme on le disait, on est soit une ville urbaine, une ville rurale ou un village urbain. 900 hectares, 57 hectares d'espace vert en gestion, espace vert urbain et naturel. La problématique d'Erquinghem, je crois qu'on doit avoir là une carte. Voilà, la problématique d'Erquinghem, c'est une ville traversée par de nombreuses infrastructures naturelles. La Lys, qui est un cours d'eau. On a l'autoroute A25. On a une voie ferrée qui relie Armentières à Berguette. Nous avons aussi eu, et ce sera le grand déclic d'Erquinghem, le passage du TGV. TGV va passer dans les débuts des années 90 et
toute grande modification sur le plan géographique, on va voir arriver un remembrement. Je l'ai souvent dit, ce remembrement pour moi, ça a été un choc. Pourquoi? Ils ont cassé mes jouets en l'espace de quelques jours. Dire le paysage naturel, le paysage agricole d'Erkinghem a changé. A changé parce qu'il fallait regrouper l'agriculture et malheureusement ne pas tenir compte de ce qui existait. C'est pas vraiment vrai. J'ai eu la chance à cette époque-là d'avoir déjà des élus qui avaient une vision d'essayer de préserver ce qui malheureusement allait se détruire. Et j'avais aussi la chance d'avoir cette vision. Et je présente aujourd'hui Erkinghem en tant que technicien, mais le maire aujourd'hui en place, qui était élu en tant que conseiller municipal, ferait aussi bien la même présentation. Si on est arrivé aujourd'hui à la présentation d'Erkinghem, c'est parce qu'on a eu, j'irais, une complicité entre l'élu et l'équipe des techniciens pour essayer de mener à bien la gestion d'une ville ou d'un village, selon ce qu'on peut préférer au niveau présentation. Mais Erkinghem, avant tout, c'était essayer de préserver un cadre de vie à l'habitant. Alors naturellement, plein de choses vont se passer sur 30 ans. Moi, je ne vais pas reprendre en détail tous les petits titres qu'on a donnés, mais c'est vrai qu'on a fait des préparations sur le zéro phyto, les délaissés, garder l'eau à la parcelle. On l'a entendu aujourd'hui, une présentation de Général, mais là, je reprends en détail, mais tout était fait à notre échelle. Pas forcément avec, je dirais, des grands chamboulements. La seule chose qui a quand même mené à bien cette opération, c'était une étude qui a été faite dans les années 90 sur le devenir du territoire. On le disait tout à l'heure, alors ça s'appelait FACV, mais cette étude était faite pour se dire voilà comment la ville va évoluer dans les prochaines décennies et est-ce qu'on peut tenir cette étude? Les élus en place vont le tenir. Donc, comme je disais, dans les années 90, on va commencer à mettre en place certaines choses. Erkinghem est en train de voir une grosse mutation et malgré tout ça, on essaie d'avoir une gestion dite naturelle. Naturelle, pourquoi? Parce qu'on n'est pas des grandes villes, on n'a pas forcément de gros budgets, mais il faut essayer aussi d'entretenir un patrimoine. On le disait tout à l'heure, c'est des patrimoines, mais c'est aussi un cadre de vie. L'habitant commence à aussi découvrir un certain confort à habiter à la campagne aux portes de la ville de Lille, mais aussi sur la côte. On est quand même sur un axe important, la 25, et avoir un cadre de vie, notamment pour les loisirs, est un endroit qui est quand même privilégié. Alors, pour amener un cadre de vie justement aux habitants, on va commencer à créer sur ces réserves foncières qu'avait mis la ville en place et achetées au moment du passage du TGV, des chemins de randonnée le long d'une voie ferrée. Alors, on ne travaille pas ça sur des grands projets, on travaille ça à l'échelle humaine. On va travailler ça avec les écoles, on va planter avec les écoles. Mais on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un corridor biologique et écologique. On le fait à notre échelle. On a aussi des grands mouvements, la requalification de la Lys. La Lys qui est une rivière paisible avec de nombreux méandres. Certains méandres que certains appellent bras morts, alors que ce n'est pas mort du tout. Il y a énormément de vie sur ces lieux-là, mais qui ont été un petit peu oubliés. On va tout faire pour essayer de les requalifier. Requalifier avec le concours de l'Europe, du département, de la région, de la ville. On voit un petit peu les photos de l'époque. On arrive en 99. Cette grande plaine sur la photo de droite n'existe plus vraiment aujourd'hui. Elle s'est refermée naturellement vu qu'on est sur les bords de Lys. On a aussi une plaine sportive qui va se créer au début des années 2000. Alors une plaine sportive, je n'ai pas dit un complexe sportif. C'est un complexe sportif, certes, mais on va essayer d'intégrer la nature avant de mettre le sport. L'écrin végétal va introduire les équipements sportifs. Mais non seulement on est déjà dans une réflexion de garder du végétal, mais on va essayer surtout de garder l'eau à la parcelle. C'est-à-dire c'est sur 8 hectares, aucun litre d'eau ne sera renvoyé dans le réseau. Les seuls litres d'eau qu'on va renvoyer dans le réseau, ce sera un réseau de fossés pour pouvoir incorporer l'eau à la parcelle.
On n'est pas dans une obligation, mais seulement dans une logique qui existait auparavant sur ces parcelles agricoles. Et la mise en place de la plaine sportive, c'était la condition des élus en place, c'était garder l'eau à la parcelle. Même les terrains de foot, excepté sur le site qui a un terrain de foot synthétique, mais les autres terrains de foot sont inondables. Et en cas d'orage, on peut avoir presque les 3/4 des terrains de foot inondés. Alors, tout ce qu'on faisait à l'époque, on est venu nous voir un jour, on nous disait, ben, vous savez, ce que vous faites, ça s'appelle de la gestion différenciée. Nous, on appelait ça pas forcément de la gestion différenciée, on appelait ça de la gestion naturelle, de la gestion écologique, et on a commencé à avoir les stagiaires qui sont venus. À l'époque, le plan de gestion différenciée qui nous a été proposé, c'était pour certains audacieux. Mais dans notre vision, c'était déjà une logique. Il est vrai que je disais tout à l'heure, 1995, ça a été un petit peu le début des réflexions qu'on pouvait avoir. C'était pour ma part aussi, d'une façon personnelle, une grande réflexion sur l'utilisation du phyto. Utiliser du phyto sur des villes bordées de rivières était pour moi parfois une aberration. D'autant plus que certains produits, on savait qu'ils pouvaient avoir un danger sur la vie de celui qui sera en place, mais aussi celui qui allait l'appliquer. Et ça me rendait un petit peu responsable de dire à toi, bah, tu sais, il faudrait quand même aller désherber avec un pulvérisateur sur le dos, certaines choses. Moi, franchement, ça me gênait. Et j'avais déjà eu une réflexion de ne plus utiliser de produits phytosanitaires résiduaires sur l'espace public. En 2001, on nous a parlé d'un plan Ecophyto le 2018. C'était loin, c'était dans 20 ans. Mais on a essayé de commencer à travailler différemment pour ne plus employer aussi du phyto, notamment là sur les bords de lisse. Alors c'est aussi nos premières erreurs qu'on va faire, de vouloir tout broyer, de faire un beau broyat, de garder l'humidité. J'expliquerai un petit peu après, mais je ne peux pas m'étendre non plus. Sur 15 minutes, ça va aller très vite. On parlait de gestion de l'eau sur le terrain de foot, mais sur l'ancien terrain de foot qui allait être urbanisé à nouveau, il était hors de question de faire une route et puis d'avoir un maximum de maisons. On va commencer à parler de nous en ville. Mais c'est aussi chaussée réservoir. Sur ce site-là, on est sur le site où l'ancien stade existait. On va y mettre en place des nous. On n'est pas obligé non plus à l'époque et d'avoir des chaussées réservoirs. C'est vrai que lorsqu'on a des espaces et qu'on commence à avoir des nouveaux jouets, parce que les jouets, comme on me les a supprimés, je commençais à retrouver des nouveaux jouets aussi. Il ne faut pas non plus tout oublier. Faire de l'espace public un espace toujours bien entretenu, il était difficile à notre échelle, d'abord de nos moyens techniques, financiers et humains. Et puis, les endroits, comme on peut voir sur la photo, c'est des endroits qui existaient auparavant, avant que les modifications, que la liste soit faite par cette canalisation, c'était les endroits de près, des endroits où on faisait de la culture, on faisait du pâturage, et pour nous, il était logique de refaire à nouveau du foin sur ces lieux-là, pour déjà, laisser des zones refuge, mais deux, de redonner à l'origine qu'étaient ces territoires, des territoires à usage agricole et d'élevage. Et, je dirais, l'exportation provoquait aussi un appauvrissement du milieu et un enrichissement, bien sûr, de la biodiversité. C'était des nouveaux termes, hein, mais on s'en était rendu compte tout simplement parce que ça existait auparavant. Un petit peu dans le même principe, mais on était aussi sur le zéro phyto. 2005, on va commencer à se dire, là, on doit vraiment arrêter les bêtises, on va arrêter vraiment le phyto. Alors, c'était peut-être avant-gardiste, tout le monde n'était pas dans cette vision, mais on va commencer à ressemer les schistes sur les trottoirs. On se dit, on ressème, on végétalise, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, dans quelques années, il faudra trouver une solution. Alors, je le dis toujours d'une façon technique parce qu'on a navigué sur le terrain. On avait aussi quand même l'accompagnement des élus qui disaient « Ok, ça marche, c'est quand même plus joli. Du schiste, il faut remettre régulièrement du schiste. » En plus, quand on mettait du schiste, on disait « Semer du schiste, on ne sème pas des cailloux. On sème dans le schiste. » C'était certainement beaucoup plus logique. Alors je reprends globalement aussi toutes les choses. Là, on revoit du fauchage, mais c'est du fauchage en lotissement. On va commencer à passer en lotissement, et là, on fait de la fauche, là où on était sur des espaces tondus précédemment. On a aussi des reconquêtes de friches. Guillaume, tout à l'heure, nous montrait des friches qui pouvaient requalifier. Nous, on a eu une surface qui était un gros mont de terre, un tumulus, qui avait été un petit peu à l'abandon, mais sachant qu'on n'a quasiment pas
de pollution avérée. C'était essentiellement le mélange terre-pierre, mais sur un gros mont. On a fait des expériences de replantation avec l'École de l'Homme, le CFPPA, pour avoir des reconquêtes. C'était aussi à notre façon de dire comment peut-on faire de la plantation sans forcément avoir une idée urbaine de l'aménagement. C'est-à-dire pas de désherbage, pas non plus de débroussaillage, pas d'intervention de la main de l'homme en dehors de la plantation initiale. Alors on était à un point aussi, c'est vrai qu'une fois qu'on a le doigt dans l'engrenage, il nous est difficile d'arrêter. Zéro phyto, c'est pas rien. Zéro intrant, c'est encore différent. Alors l'intrant, pour rappel, c'est ne plus mettre d'engrais. Alors oui, si on veut faire de l'horticole, si on veut faire du beau, on nous dit sans engrais c'est difficile. Sauf que on a quand même la chance d'avoir un sol. On le dit tout à l'heure, le sol est vivant. Et si on fait un petit peu attention, et si on essaye de recommencer certaines choses qui existent dans la nature, parce qu'on intervient parfois d'une façon plus technique sur par exemple un terrain de foot, je le dis de temps en temps en rigolant, mais certes un terrain de foot et une pâture, c'est à peu près la même chose. C'est un sol enherbé, avec les mêmes bourrins dessus, pardon. C'est souvent une boutade. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, une pâture qui va être exploitée d'une façon agricole, ou un terrain de foot qui va être exploité d'une façon pour le jeu, le support végétal est le même. Pourquoi aller mettre 250 unités d'azote par hectare et par an sur un terrain où on va essayer de s'efforcer d'avoir une surface verte que pour la vue, mais pas pour le confort? À la force de recherche, j'ai pu comprendre que le sol avait besoin de bactéries. Tous nos terrains étaient oubliés de la bactérie dans le sol urbain. Ou même si elles existaient, si on met un désherbant, on va les tuer. À quoi bon? Donc à partir de 2010, on a souhaité partir tout simplement sur, sans annoncer à personne, on va passer les terrains de foot au naturel. Zéro intrant, mais total, jusqu'à la goutte d'eau qu'on va arrêter. Je n'explique pas tout le process qu'on va mettre en place, mais on va voir que quelques années après, on va avoir des surprises. Là, l'orchidée, ce n'est pas une photomontage, on est au bord des terrains de foot. Le hérisson, s'il est sur le terrain, c'est qu'il y a quelque chose à manger. Et le robot, même si c'est de la technologie, lui, apporter à manger à nos bactéries. Alors c'est sûr que pour arriver à tout ça, il fallait qu'on n'est pas parti un petit peu à l'aveuglette. La nature a horreur du vide. Oui, planter un massif d'arbustes en ville, pourquoi essayer d'avoir de la terre propre? C'est ce qu'on nous dit toujours, oui, mais il faut désherber pour que ce soit propre. À l'inverse, il fallait continuer d'arriver à remplir le sol pour ne plus avoir ce phénomène d'abord de lessivage des sols en ville, mais aussi d'avoir quelque chose qui venait au quotidien rentrer en communication aussi bien que le végétal qu'avec le sol qui était couvert. Alors, le paillage, je suis contre le paillage. On ne va pas rentrer non plus aujourd'hui dans le débat du paillage, mais le paillage a sa vocation dans certains endroits, mais pas systématiquement. Autant laisser la nature agir et penser plus à un couvre-sol qu'un paillage. Mais ça reste un avis personnel. Hein. Alors, comment faire évoluer la ville au fil des années? Oui, on va annoncer une année, les tondeuses perdent la boule. Pourquoi? Parce qu'en 2014, on a décidé de faire du foin partout dans les lotissements. Pas seulement où on faisait de façon sporadique dans quelques endroits, mais on s'est dit, aujourd'hui ça fonctionne. Pourquoi les tondre des surfaces qui ne servent pas à avoir un grand espace, mais aussi redistribuer l'espace? On parlait tout à l'heure de distribuer l'espace. Une grande pelouse dans un lotissement, c'était souvent des ados qui faisaient leur match de foot au plein milieu, et le jeune enfant n'avait pas la possibilité d'aller faire un petit peu de vélo ou jouer parce que l'espace n'était pas redistribué. À partir du moment qu'on a laissé des espaces de fauche, comme on peut le voir sur les photos, on a fait des labyrinthes. Ces labyrinthes, on laissait aux enfants d'aller jouer à vélo, comme on les attendait dire, on va jouer dans la forêt, tout en laissant un espace utile pour les ados qui faisaient leur petit match de foot. Et on a vu, rien qu'à faire ça, on a redistribué l'espace, on a donné une nouvelle envie d'aller dans ces espaces, et en plus, on a apporté une biodiversité. La taille sélective. Alors, la taille sélective, ça fait partie aussi de toutes nos méthodes qu'on a pu mettre en place. La nature a horreur du vide.
on le dit, dès qu'on essaye de laisser rentrer le soleil dans les massifs, on a des mauvaises herbes. Dans ce cas-là, essayons de mettre des couvre-sols. On ne sait pas toujours non plus mettre les couvre-sols. Donc dans notre méthode de travail, il fallait aussi tout rationaliser. Alors c'est de l'écologie, mais c'est de l'économie. Alors dans le langage, on dit ça, c'est souvent de l'économie. Si on n'arrive pas à tout tailler en même temps, et c'est un bien, certains endroits où on passe aujourd'hui, tout est carré, rond ou en boule. Pourquoi tout s'obstiner à tailler? À partir du moment qu'on va tailler d'une façon beaucoup plus sélective, on ne laissera plus rentrer le soleil dans les massifs, on n'aura pas ce qui sera indésirable, et à l'avantage, on aura toujours un couvert végétal, mais aussi un habitat. Je vis d'une façon très rapide, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'habitat depuis le départ. Bien sûr, les cimetières n'ont pas échappé. Après avoir essayé les sols sportifs, que ça marchait, on est parti sur les cimetières et dès 2016, on a commencé à végétaliser. On le disait aussi tout à l'heure, à quoi bon vouloir des cimetières minéraux? Si on peut avoir quelque chose de végétalisé, et c'était aussi avant qu'on parle d'îlots de chaleur. Maintenant, un cimetière, on voit très bien qu'avec toutes les tombes en granit, en béton et tout ce qu'on peut retrouver, plus les allées minérales, c'est une élévation de température maximale. Semer les cimetières était pour moi certainement la meilleure logique qu'on pouvait faire sur nos territoires. Alors, globalement, oui, lorsqu'on parle de vie du sol, une fois que je disais on a le doigt dans l'engrenage, il nous est difficile de ne pas aller encore plus loin. On est allé jusqu'à mettre du fumier dans les massifs de fleurs annuelles. Il faut encore donner un attrait aux villes. On a encore un petit peu de fleurs annuelles. On a bien sûr beaucoup de vivaces. Et même si on fait un massif vivace, on vient mettre une couche de fumier auparavant pour réintroduire naturellement la vie du sol. Alors, lorsqu'on a mis en place toutes ces choses, il nous est difficile encore de continuer, même qu'aujourd'hui, si on a encore nos réflexions, c'est bien sûr encore introduire toutes les eaux à la parcelle, recasser les trottoirs pour remettre de la végétalisation. On ne sait pas forcément mettre des arbres. On a toujours le réseau à devoir travailler avec, mais dès qu'on peut aujourd'hui mettre des zones d'une façon comme on l'a sur l'exemple ici, sur des trottoirs où on a pu réincorporer quelques mètres carrés de zones d'infiltration d'eau, pour nous, c'est un gain. C'est jamais quelque chose de perdu. Et si on peut déconnecter encore l'eau de la voirie dans ces zones-là, on a encore gagné quelque chose de plus. Bien sûr, on a échangé, on a vu ça avec pas mal de personnes qui sont venues voir sur le terrain comment que ça se passait. On ne l'a pas fait non plus à l'aveuglette, même si c'est parfois artisanal à l'échelle d'une collectivité. On a eu beaucoup d'échanges sur des journées avec des professionnels. On en a eu en 2017, 2023. On a eu des journées aussi en 2011 sur la vivace. Toutes ces choses-là, ce n'est pas des exemples. Comme je le dis toujours, lorsque vous venez sur Erkinghem, on n'a pas voulu faire une ville exemplaire. On a voulu faire une ville qui est gérée à l'échelle de ses moyens, à l'échelle de son territoire, à l'échelle aussi de son sol. Ce qu'on a réussi sur un sol argilo-limoneux d'Erkinghem, on ne le fera peut-être pas sur la côte avec un sol sableux. Mais c'est l'exemple qui a pu être mis en place sur, je dirais, un territoire communal. Alors, j'ai aussi une chance d'être encadré avec des élus, comme j'ai dit, qui nous suivaient, mais aussi d'avoir avec moi une équipe de jardiniers qui sont quasiment tous qualifiés. Donc, pour nous, et la réalisation de nos choses nouvelles, parce que pour eux, de temps en temps, il y a encore des choses nouvelles à mettre en place, mais il faudra encore repenser différemment. Oui, mais au quotidien, c'est eux aussi qui viennent me dire, tu sais, on a vu ça sur le terrain, et c'est pas mal, je crois qu'on pourrait continuer. Donc voilà, globalement, je dirais, la gestion d'une ville sur 30 ans, je l'ai fait très vite. On peut s'étendre sur beaucoup de choses. C'est vrai que je passe du coq à l'âne, de la noue à la vie du sol, de la gestion du domaine public à la gestion du domaine agricole à côté, du remembrement jusqu'à l'aménagement urbain. Mais voilà, globalement, j'ai essayé de faire très vite, 15 minutes. Je crois que j'étais bon. Merci Jean-Luc, c'était très bien, on peut te remercier. Alors c'était bien de terminer par toi parce qu'effectivement on arrive les pieds sur terre
Et quelque part, tu nous montres qu'on peut faire du projet par la gestion. On peut faire du projet en étant dans la recherche et dans l'action, avec des points relais, celui d'avoir une formation, d'abord d'être un entraîneur d'hommes, certainement, d'être en écho avec les élus avec qui tu travailles, d'être un amoureux de ton territoire, de le connaître très bien. On en a parlé tout à l'heure en préparant l'échange. Je vous propose d'en rester là. John, tu es venu introduire le sujet. Est-ce que tu as un mot de conclusion, un espoir, une envie, un retour sur un point? Je te laisse le mot de la conclusion et puis Béatrice nous donnera les prochains rendez-vous. Oui, bah, là on était sur les notions du changement, comment est-ce qu'on arrive à bouger les habitudes, à changer les habitudes. Il y a beaucoup de choses sur ce sujet-là. Pour moi, ça reste un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'envie initiale, l'envie d'aller vers cette direction en tant que serviteur de l'État? On a toute la gamme possible et imaginable. Il y a le donner envie, le montrer, l'exemple. Il y a l'explication rationnelle du type c'est sûr que quand on conduit très très vite, il y a quand même plus de chances d'avoir un accident. Et puis à un moment donné, des fois, il faut aller jusqu'à la réglementation. Voilà, on a tout ce panel-là pour aller vers des notions de changement. Moi, je reste... voilà, 30 ans, c'est une génération. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le regard des enfants et tout ce qu'on peut véhiculer. Et il y a énormément... je crois beaucoup sur ces thématiques-là à la sensibilité et au contact que l'on peut donner aux enfants, au sol vivant, jouer avec la terre et avec la nature, pour qu'eux intègrent et qu'ils fassent encore mieux que ce qu'on peut essayer, nous, de faire. Voilà. J'ai beaucoup d'espoir là-dedans. C'est ce que j'ai bien dit, c'était mes jouets. Voilà, merci à vous toutes et tous. Merci d'être venus les unes et les autres de Paris, parfois en passant par l'Inde. Merci à vous dans la salle. Merci aussi à ceux qui étaient plus éloignés. Béatrice, quelques rendez-vous à venir pour nous? Oui, donc rappeler que cette séance fait l'objet d'un carnet numérique avec une vidéo qu'on pourra retrouver sur nos portails. J'ai parlé d'atelier. Il y a un portail par atelier. Donc, on est dans l'atelier Ville Nature où on retrouvera plein de documentation en ligne. Merci aux intervenants, aux participants, à l'animateur. Et puis, je vais vous donner déjà la prochaine date, mais on a même les suivantes à mettre à vos agendas. Donc, le 25 mars, on parlera de paysages culturels. Puis, le mardi 10 juin, on parlera de dynamique de projet en fédérant les acteurs. Le 23 septembre, on parlera dans le cadre des équipements de réenchanter les lieux de vie. Et puis le 9 décembre, on parlera de villes productives au sein de l'atelier Refonder les villes et les bourgs. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors merci à l'équipe du CAUE, merci Béatrice. Rappelez que dans nos dossiers maintenant, on prend soin de proposer et d'enrichir la ressource. Donc tu as parlé de bibliographie et nos sites sont ouverts en permanence pour justement recueillir les expériences de terrain et donner à tous le moyen de disposer de cette ressource en ligne quand on le peut. Merci à vous tous, bon retour. Je vous invite à ceux qui sont ici Bonne à fin prendre un petit d'année pot. et à l'année prochaine.